Merci beaucoup. Merci d'être présent à notre réunion traditionnelle et annuelle, donc de conférence de presse. On a un certain nombre de journalistes qui sont aussi en visio. On est obligé d'avoir aujourd'hui une pensée pour ce 13 novembre et pour les commémorations des événements d'il y a 10 ans en arrière. Et on va tout de suite donc démarrer notre conférence de presse. Donc je me présente, François Cholat. Je suis donc le président du SNIA et je co-dirige avec mon frère une entreprise agroalimentaire située en Auvergne-Rhône-Alpes. Philippe Manry, donc je suis vice-président du SNIA et je suis également le directeur général du groupe Sanders. Ludovic Michel, je suis vice-président du SNIA et je suis dirigeant du groupe Michel avec mes deux frères dans le Grand Ouest. Merci, on va commencer par une petite présentation du SNIA. Donc, le SNIA existe depuis 1971, c'est donc le syndicat national de l'industrie de l'alimentation animale. Notre métier et nos missions, c'est de défendre les intérêts du métier. Et donc, 5 verbes nous caractérisent dans notre mode de fonctionnement, qui sont donc accompagner, formuler, s'approvisionner, fabriquer et livrer nos produits à destination des élevages. Nous sommes très dépendants de l'élevage, donc un soutien inconditionnel de l'élevage. Et puis vous avez sur la diapo le nombre d'adhérents. Alors je vais avoir un scoop pour vous, ce nombre évolue tous les ans. Donc aujourd'hui on est plutôt à 105 adhérents que 101 entre le début de l'année 2025 et maintenant. Donc on a toujours aujourd'hui des fabricants sur toutes les régions de France et de toute taille qui viennent nous rejoindre. Donc intéressés par ce que le SNIA peut leur apporter. Notre stratégie est bien sûr conduite par une démarche de responsabilité sociétale qu'on a baptisée Response, donc pour lequel nous avons une reconnaissance, donc qui est la reconnaissance exemplaire par les organisations officielles, donc qui est le Response 2.0, qui est donc en 3 dimensions et 9 axes de travail. Alors j'ai oublié, si vous avez des questions, on répondra à toutes vos questions en fin des différentes interventions. Donc nous serons tous les 4 à intervenir. Donc le programme de la conférence, on va vous parler donc du secteur de la nutrition animale. On va vous parler ensuite des investissements et bien entendu de la rentabilité qui en dépend, et de nos différents points d'actualité que sont donc l'attractivité des métiers, la loi de finances, la lutte contre la déforestation et la performance environnementale. Donc, qui sont les différents axes que nous avons travaillé tout au long de l'année. Et je laisse donc la parole à Ludovic. Bien, merci. Un point sur l'évolution des chiffres de production. Pour rappel, l'ambition, c'est de retourner aux 20 millions de tonnes dans le secteur d'activité. Donc sur nos prévisions sur l'année 2025, là, on parle sur l'année entière, on va être... l'objectif n'est pas encore tout à fait atteint, mais on s'en approche, autour de 19 667 000 tonnes, soit une progression de 1,1%. Avec une dynamique un peu différente en fonction des espèces, plus 3,6 en ruminant, moins 1,5 en porc, plus 1 en volaille et plus 0,4 sur les autres productions. Un peu plus dans le détail par espèce. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc là, alors on est plus sur le périmètre campagne 24-25 parce que c'est les derniers chiffres officiels qu'on a, on n'est pas sur des estimés. Donc on revoit bien la progression tirée par les bovins, principalement sur la partie vache laitière, une dynamique des volumes sur la vache laitière, principalement portée par un prix du lait intéressant, le grossissement des fermes aussi qui entraîne des évolutions de mode de nutrition, rationalisation de la nutrition et qui permet de consommer plus d'aliments. La part du porc qui diminue, 2 explications, un effritement de la production de la génération, départ en retraite des producteurs,
qui fait qu'il y a un peu moins de producteurs. Il y a un effet positif aussi qui est vrai dans toutes les espèces, c'est la performance continue des aliments, puisque les indices de consommation, année après année, ne cessent de s'améliorer. On a une particularité quand même dans la profession, c'est qu'on est une profession où notre objectif est de vendre moins de tonnes. Plus de tonnes au global parce qu'il y aura plus de production animale, mais au détail, de vendre moins de tonnes chez chacun des éleveurs parce qu'on cherche une performance et une efficacité alimentaire toujours en progression. Sur la partie volaille qui reprend le lead de toutes les espèces, avec 41% au global de la production d'aliments française qui est portée par la volaille. Deux dynamiques un peu différentes. La progression, elle est portée par la volaille de chair, principalement le poulet, avec 4%. Le canard progresse, mais c'est plus un effet conjoncturel du fait que l'année dernière, il y avait eu des fortes baisses de mise en production de canards qui faisaient suite aux problématiques influenza aviaire d'il y a 2 ans. Voilà. Et une dynamique pondeuse qui, elle, est plutôt en légère baisse. Voilà. Ok, diapo suivant. Donc ce qu'on voit, la dynamique après la forte chute qu'on avait observée en 21-22, c'était presque plus d'1 million de tonnes qui avaient disparu à cette époque. Pour rappel, 800 000 tonnes étaient expliquées par l'épisode sanitaire d'influenza aviaire, mais 200 000 tonnes sur une tendance forte de décapitalisation au niveau des élevages, principalement en ruminants et en porcs. Donc on a une tendance de rebond. On voit une reprise de 0,9 à 1% sur 2024-25 sur la campagne, plus 1% en prévisionnel sur 2025. Alors c'était le provisionnel qu'on avait travaillé jusqu'à il y a 1 mois. Il y a quand même un ciel qui s'assombrit un peu sur la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine du fait de l'épisode d'influenza aviaire qui est en cours, principalement en Vendée pour l'instant, mais avec un gros risque d'extension. Et donc l'objectif de 2026 de revenir aux 20 millions de tonnes, on le maintient, mais il reste quand même, il va être très dépendant de ce qui va se passer sur la situation d'influenza. La dynamique par région, on voit que, alors on a l'ENACO, donc qui est les Pays de Loire, Nutrino et la Bretagne, et le Nord, Nutriarche, qui sont dans cette fourchette 0,5 à 1% qui correspond à l'évolution, on va dire, moyenne de la profession. On a Sofab qui superforme le reste de la France, 3,8, mais c'est principalement expliqué par ce que je disais tout à l'heure sur la production canard qui retrouve des niveaux du passé. Et par contre, un peu de retrait sur la région Nutri-Access, qui est plutôt la région Auvergne et PACA, Rhône-Alpes, qui est peut-être plus impactée par le fait qu'elle soit plus en ruminant, en bovin viande, et qui est quand même une espèce où on continue à observer de la décapitalisation et du manque de production. Un petit point sur l'aliment bio. Donc après de fortes baisses en 2021-2022, on voit que le bio a observé un léger rebond en fait. On voit que ce marché a trouvé son équilibre après l'euphorie de la période Covid, un peu tronquée par cette période de confinement, puis la crise inflationniste subie par la production bio. On voit que maintenant les productions correspondent au marché des débouchés et on va vers une stabilisation, légère remontée qui accompagne la remontée tendancielle du marché du bio et ce marché, en tout cas sur la partie aliment, qui est principalement porté par l'aliment pondeuse, par l'œuf bio. Donc en conclusion, les fabricants sont là aux côtés des éleveurs avec l'ambition de participer à la souveraineté alimentaire française avec trois objectifs. Maintenir la production, aider à maintenir la production, répondre à la souveraineté française et à la demande française et aussi apporter des solutions sanitaires et maintien de la biosécurité dans un contexte sanitaire assez compliqué. Et on s'inscrit dans la souveraineté alimentaire en s'engageant avec les filières. Objectif, attirer des nouveaux éleveurs, des nouvelles vocations, et en agrandissant les sites existants, parce que c'est aussi par là que passe la souveraineté alimentaire. Et accompagner les objectifs des différentes interprofessions,
pour la filière porcine, qui est de maintenir à 100% l'autosuffisance à horizon 2035. Sur SNPO, dans l'œuf, donc c'est construire 300 nouveaux poulaillers pour accompagner la demande forte qu'il y a sur l'œuf globalement, et également accompagner la transition de production avec l'arrêt de la cage et la mise en place des productions alternatives. Sur la volaille de chair, il y a également un besoin de 400 nouveaux poulaillers au niveau national, principalement pour reconquérir la place sur les importations. Un poulet sur deux, on le rappelle, vient de l'étranger, et aussi accompagner les transmissions de génération, parce qu'il y a beaucoup de départs en retraite. Et enfin, pour le ruminant, continuer à améliorer la productivité en élevage et accompagner les transmissions de génération aussi, puisque c'est un fait qui est quand même commun à toutes les productions. Donc ce sont des messages forts qui seront portés par le SNIA lors de la conférence de la souveraineté alimentaire à laquelle nous participerons. Alors pour répondre à ces enjeux de souveraineté, il nous faut une industrie compétitive, et nous allons un peu parler d'argent. Alors la première bonne nouvelle, c'est celle-ci, c'est le prix de l'aliment. Le prix de l'aliment à nos clients a diminué de façon régulière depuis 2 ans. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. On est sur des niveaux historiquement bas au niveau du prix des matières premières. Depuis 5 ans, c'est le prix le plus bas qu'on ait pu observer sur la partie coût des matières premières. Alors, derrière une bonne nouvelle vient une moins bonne nouvelle. Nos coûts de production ont littéralement explosé. Alors, vous avez l'indice, je vais le détailler un petit peu plus loin, mais vous avez l'indice Impamba qui prend un petit peu les coûts de production sortie usine. Et on voit une observation depuis 2021, une hausse de nos coûts de plus de 17%. Si je vous le détaille un petit peu sur le slide suivant, voilà, on a essayé de le préciser un peu parce que tout le monde donne des chiffres. On a essayé de vous préciser un petit peu des choses assez simples. La main-d'œuvre, les salaires ont augmenté de plus 17%. Le coût industriel, alors là, c'est sur des moyennes et on peut faire des focus détaillés encore plus précis. Mais sur l'industrie, on est à plus 17%. Sachant que, par exemple, si je prends les pièces d'usure ou de maintenance, on est plutôt à 30%. Vous avez l'énergie, 25%, que ce soit le gaz, l'électricité. Même si on a vu une baisse, on est quand même sur des niveaux historiquement hauts. Pour se financer, les taux d'intérêt, vous voyez le graphique, il parle de lui-même. Et puis, on a gardé pour la fin tout ce qui est informatique, service support. Donc, on a pour maintenir nos outils, on a une hausse de coût de 11%. Mais tout ce qui est développement, tout ce qui fait appel à des nouvelles technologies, tout ce qui, par rapport à la réglementation qui évolue, par rapport à la traçabilité, à périmètre constant, on est à 11%, mais à périmètre, on va dire, dynamique, on est plutôt à plus 50% sur tout ce qui est service support et notamment DSI. Si on regarde la logistique, c'est la même sanction. Vous avez le gazole 20%, le personnel de conduite, comme toute la main-d'œuvre, est plutôt à 18%. Le matériel, tout ce qui est matériel de livraison, on est sur des hausses de 18 à 20%. Et puis tout ce qui est infrastructure, 10%. Donc tout ça mis bout à bout, on a vraiment une hausse de nos coûts très importants qui ne sont pas forcément répercutés. Et vous allez voir sur la diapo suivante. Alors je mets un tout petit merci au Crédit Agricole parce que c'est les chiffres du Crédit Agricole. Par rapport à ça, on a retrouvé des niveaux de rentabilité qui étaient d'avant la crise du Covid ou d'avant la crise de la guerre en Ukraine. Mais vous voyez, un résultat net à 0,7%, c'est très très faible. Et on a besoin, par rapport à tous les enjeux de souveraineté, de dégager beaucoup plus de résultats pour pouvoir investir.
Alors, notre enjeu principal, c'est répercuter ces coûts pour rester compétitif et investir. Alors, investir sur plein de domaines, hein, la diapo suivante doit nous le préciser un petit peu. Bien sûr, les nouvelles technologies, l'IA qui rentre dans nos process, améliorer nos performances, hein, et notamment tous les travaux que l'on mène en matière de décarbonation. Et bien sûr, rester compétitif par rapport à nos voisins européens. Hein. On a un coût industriel qui doit rester compétitif. Et là, on a vraiment besoin très très fortement d'investir et de pousser ces coûts dans les filières. Je permets de rebondir dans un moment, alors ça sort de notre secteur d'activité, mais dans un moment où il y a beaucoup de débats sur les finances ou sur la compétitivité, c'est une alerte qu'on fait quand même sur les pertes de compétitivité que subissent le secteur et que tous les secteurs subissent, parce que les élevages aussi ont des hausses de charges qui sont très significatives et tout le monde en amont, on a une accumulation d'augmentation des charges et de pertes de compétitivité qui sont plus fortes en France qu'à l'étranger, et on le ressent dans nos coûts d'investissement et dans les besoins qu'on a pour le futur. Et quand on voit, alors il y a peu d'usines à se construire en ce moment, mais sur les chiffres qu'on a pour ceux qui sont en train d'investir ou de réfléchir à ces nouveaux investissements dont on a besoin pour demain, on est sur des niveaux qui sont complètement nouveaux par rapport aux chiffres qu'on avait l'habitude il y a, avant la période Covid en 2018, et avec un décalage par rapport aux autres pays européens qui est assez inquiétant. Donc c'est aussi une alerte qu'on lance sur la compétitivité de notre secteur, mais pas que du nôtre, c'est-à-dire de l'accumulation de pertes de compétitivité tout au long de la chaîne. Voilà, message très fort, besoin d'investissement et besoin d'être compétitif pour demain. On va enchaîner, je crois que c'est le président qui reprend la parole. Merci. Donc on arrive sur les volets d'actualité, donc en commençant par le recrutement. Alors pourquoi recruter sur une activité qui est relativement stable en termes d'évolution, sinon avec un risque de perte de la compétitivité? Non. Le recrutement est indispensable, il est nécessaire. Indispensable, nécessaire parce qu'il y a du renouvellement de personnel. Hein. Si j'ai connu une période d'activité, 42 ans de métier, en ayant des salariés qui ont fait toute leur carrière professionnelle avec moi, je sais que mes enfants qui prennent la suite de l'entreprise, ça ne sera pas le cas. Ensuite, on a une partie de nos salariés qui vont partir en retraite. Donc 14% de nos salariés ont plus de 55 ans, 35% ont plus de 50 ans. Après, nous restons confiants dans l'avenir car nous sommes maîtres de notre convention collective, puisque le SNIA et la meunerie ont leur propre convention collective qui s'appelle Métier de transformation du grain, pour lequel nous aboutissons à des accords tous les ans. Un ou plusieurs accords tous les ans. Et Philippe l'a dit, si les salaires ont évolué plus que le coût de la vie, c'est aussi parce qu'on travaille avec 5 syndicats de salariés et qu'on arrive régulièrement à des compromis et à des accords. Donc il nous faut aujourd'hui 300 recrutements par an pour l'ensemble des usines françaises, l'ensemble des 300 usines françaises, dans 50 corps de métiers différents. L'alimentation animale, c'est beaucoup de diversité, on va vous les présenter succinctement. Donc, en tout, avec nos partenaires, c'est 500 entreprises de nutrition animale, donc 9 emplois sur 10 sont en CDI. Notre secteur est en cours de féminisation, donc 28% de filles dans nos métiers, 28% de féminins dans nos métiers et en constante progression. Et nous avons donc mis en place une campagne nationale de sensibilisation par voie vidéo, donc qui sont disponibles sur nos différents sites. Stéphane, je vous laisse en dire un peu plus. Oui, on devait vous présenter un film, alors peut-être que vous avez déjà vu, puisqu'on a lancé depuis un mois maintenant une campagne sur les réseaux, justement dans le cadre des programmes d'attractivité. De nombreux secteurs d'activité sont en recrutement actuellement, et c'est le cas de l'alimentation animale avec cette estimation des 300 recrutements par an dans les 50 métiers présents dans les entreprises de nutrition animale. Donc cette campagne
est basé sur des films. Alors des films, je ne sais pas si vous les avez vus, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube du SNIA, mais les films sont également disponibles sur les réseaux sociaux. Ce sont des films extrêmement pédagogiques qui sont destinés à expliquer les métiers sur les principales fonctions des entreprises de nutrition animale telles que le président vous les présentait tout à l'heure, sur les fonctions clés, accompagner les éleveurs, fabriquer, formuler, acheter les matières premières, livrer. Donc il y a toute une série de films qui sont disponibles. On ne pourra pas vous les présenter là aujourd'hui, mais encore une fois, ils sont disponibles sur les réseaux. Et puis c'est accompagné avec des fiches métiers. Pareil, ça c'est notamment grâce à des financements sur les fonds de formation. On peut citer Ocapiat ici qui nous permet de réaliser des supports, et notamment dans les supports on a des fiches de fonction des différents métiers du secteur, et ces fiches fonctions vont être utilisées notamment dans le cadre d'un partenariat avec l'ONICEP. On a également signé un partenariat avec France Travail depuis un peu plus d'1 an. Tout ça, et ça marche très bien pour tout simplement expliquer de façon très opérationnelle les métiers de la nutrition animale, et permettre aux futurs candidats de pouvoir avoir des perspectives d'évolution de carrière au sein des entreprises de la nutrition animale. Donc c'est une vaste campagne qui porte ses fruits parce qu'effectivement on a besoin d'attirer de nouveaux talents, notamment par rapport à l'évolution des métiers. On en parlait sur les investissements, parce que les usines et les entreprises évoluent, les métiers évidemment naturellement évoluent vers plus d'automatisme, vers demain l'intelligence artificielle, même s'il y a encore beaucoup à faire, ce qui va générer un besoin en nouvelles compétences. Autre sujet donc, qui concerne notre approvisionnement en matières riches en protéines, donc, qui est toujours challengé, et en commençant par la fiscalité sur les biocarburants. Donc, vous avez entendu parler des projets de loi aujourd'hui qui visaient à taxer les biocarburants, qui sont d'une part sur la production de maïs, donc les biodiesels, ou la production de soja, qui n'aboutirait qu'à une augmentation des importations de soja si on n'arrivait plus à produire ce que l'on a mis en place, des années à mettre en place, avec un grand nombre de plans protéines qui étaient censés donc assurer la suite. Mais si l'équilibre entre biocarburants et protéines, et je rappelle que la protéine que nous tirons des biocarburants n'est assimilable que par les animaux, donc nous aurions un gros déficit. Alors c'est effectivement un élément surprise de la loi de finances pour 2026. Pour l'instant, l'Assemblée nationale est revenue sur cette proposition du gouvernement, mais vous le savez bien, le chemin avant l'adoption finale de ce plan de finances est assez loin. Et ce projet de loi de finances prévoit l'alignement de la fiscalité sur les biocarburants avec les produits pétroliers. Donc ça, c'est par rapport à un focus sur l'énergie. Et on a alerté et on alerte sur d'autres éléments qui sont souvent moins connus par rapport à ces filières biocarburants qui sont bien développées en France. C'est leur contribution pour apporter à la nutrition animale des matières premières, et qui sont des matières premières qui ne sont pas valorisables par l'homme. Seule l'alimentation animale peut valoriser ces matières premières. On a effectivement, alors là on a pris les exemples parce qu'effectivement l'exemple le plus parlant est celui de l'apport en protéines végétales pour la nutrition animale de ces filières biocarburants, qu'on va matérialiser essentiellement par les tourteaux de colza, mais on pourrait citer également les drèches de brasserie qui sont issus des biocarburants issus de céréales. On pourrait également citer les biocarburants issus de l'éthanolerie, notamment sur la filière betterave qui fournit des pulpes qui sont riches en fibres destinées à l'alimentation animale, qu'on va retrouver sur les filières ruminants. Il y a un chiffre qui est parlant, c'est le 1 million de tonnes que fournit en matières premières riches en protéines pour l'alimentation animale. On ne va pas vous inonder de chiffres, vous avez pas mal de chiffres dans le dossier de presse.
On a repris un indicateur que nous avions travaillé il y a 2 ans déjà pour apporter la contribution en termes nutritionnels de ces filières. On a au niveau de la nutrition animale un indicateur qui est ce qu'on appelle l'indicateur de performance nutritionnelle, de performance alimentaire. C'est le passage de la matière végétale, de la biomasse par le cycle de l'élevage au travers de l'alimentation animale. Et vous verrez, alors c'est un indicateur un petit peu technique, mais qui est parlant, qui dit que en valorisant ces coproduits par la nutrition animale à destination de l'élevage, on améliore la performance alimentaire par la performance du cycle d'élevage. C'est-à-dire qu'on arrive à alimenter par quantité de biomasse définie jusqu'à 34 personnes supplémentaires par une alimentation directe. Tout ça est détaillé dans le dossier de presse, c'est très technique, je m'en excuse, mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a un soutien total aux filières biocarburants et on tient à ces filières de biocarburants en France parce qu'elles nous apportent des matières premières qui nous permettent d'améliorer notre autonomie par rapport à l'approvisionnement des matières premières, qui est une autonomie française qui est bien meilleure que l'autonomie moyenne en Europe. Grâce à ces filières biocarburants, on a moins besoin d'importer. C'est le million de tonnes qui est rapporté ici sur la diapo. S'il n'y avait pas ces filières, on aurait besoin d'importer 1 million de tonnes en plus de tourteaux de soja depuis les pays tiers, puisque ce tourteau de soja est très peu disponible sur l'agriculture française. On va aborder le sujet de la déforestation. Donc pour la déforestation, il y a qu'un mot qui me vient en tête, c'est la colère. Donc mes collègues m'ont demandé d'être modéré au niveau de mon langage. Donc je vais le qualifier d'irresponsable, d'absurde, d'aberrant. Et je m'arrêterai là, ça évitera que j'aille trop loin dans le langage. Pas qu'on soit contre la déforestation, hein, la nutrition animale est pour la non-déforestation. Il y a des enjeux qui sont extrêmement importants au niveau de la planète et on en a complètement conscience. Je vais vous détailler pourquoi. Mais après, par ce biais-là, on souhaite nous importer une charge administrative qui est non réalisable et extrêmement coûteuse. Donc la FEFAC, la Fédération européenne des fabricants d'aliments composés, l'a chiffré à 1,5 milliard d'euros. Donc ce qui est complètement irresponsable, d'autant que le poids de la non-déforestation représente peu aujourd'hui dans les fournitures de la France. Je crois que c'est moins de 0,3% de ce que la France fournit. Et donc, on vous l'avait dit déjà aux précédentes conférences de presse, nous avons mis en place déjà une démarche. La démarche est en place depuis 2022 avec la mise en place de démarches de non-déforestation en partenariat et de manière extrêmement simple au niveau du choix des matières premières, avec un coût, parce que depuis 2022, nous payons des coûts pour avoir ce soja non déforesté à destination, avec un objectif à 100% en 2025. 2025, c'est cette année, donc on est extrêmement confiant sur ce qui a été construit et sur la réalisation qui va en découler derrière. Donc on est à aujourd'hui avec une administration européenne qui invalide les lois sur la non-déforestation au 22 septembre, qui les remet en place d'un coup de baguette magique au 23 novembre et qui nous demande de mettre des choses en place sans qu'on sache qu'on a à mettre en place. Aujourd'hui, quand on questionne les importateurs qui souhaitaient s'engager dans la démarche, l'administration leur répond qu'ils n'ont pas le personnel pour contrôler, donc de vérifier si les choses sont applicables ou pas. Et quand on vient aujourd'hui sur un système comme ça en disant pas de contrôle pendant 6 mois, on ne peut pas mettre un texte de loi en disant il n'y aura pas de contrôle pendant 6 mois. Donc le mot d'absurde, il est très léger aujourd'hui dans mon langage. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc il y a vraiment un fond aujourd'hui à retravailler. Donc nous, ce qu'on demande, ce n'est pas la suppression de la loi. On repousse la loi pour qu'on puisse retravailler sur la simplification et qu'on puisse effectivement avoir des normes qui soient des normes logiques et applicables. Alors, on s'était promis pour cette conférence cette année de ne pas vous inonder de chiffres, mais les chiffres restent importants. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent, c'est un dossier sur lequel le secteur est mobilisé de longue date, puisque le secteur a participé avec toute la chaîne alimentaire à la création de cette plateforme Duralim, dont la principale mission est de travailler en filière pour apporter une garantie aux filières françaises de non-déforestation liée à l'alimentation animale. Duralim, cette plateforme a créé un observatoire. L'observatoire a publié ses derniers chiffres. Vous avez un premier chiffre qui est le risque de déforestation lié aux activités d'élevage en France.
Et ce risque de déforestation lié aux activités d'élevage en France est extrêmement faible. Il est bien inférieur à 0,1%, parce que j'ai plus le chiffre. Si vous ne retrouvez pas les chiffres, n'hésitez pas à nous les demander. On vous renverra les résultats de l'Observatoire Duralim. Donc le niveau de risque de déforestation lié à l'élevage en France est extrêmement faible. Il y a un deuxième chiffre, c'est celui que précisait François Chollat, c'est qu'en complément de cette évaluation des risques, les fabricants d'aliments se sont engagés, c'est ce qu'on appelle le manifeste des fabricants d'aliments, où au travers de leurs achats réels de produits de soja, ils se sont engagés à demander à leurs fournisseurs des garanties. Et donc c'est cet objectif 2025 d'avoir 100% de garantie de non-déforestation par rapport à leurs achats de soja. On a fait le reporting du premier semestre, puisque les fabricants d'aliments donnent leurs chiffres tous les semestres, et on est en bonne voie pour respecter les engagements 2025, sachant que c'est un engagement qui est parti de 2023, et en 2024, il y avait déjà 80% des achats qui obtenaient une garantie de non-déforestation et de non-conversion, puisqu'on allait au-delà des obligations légales, puisqu'on parlait également de non-conversion. Là, la situation, vous le savez, ce règlement RDUE, comme on l'appelle, a fait l'objet d'un premier report de 12 mois, fin 2023, fin 2024. Il est, on va parler avec du conditionnel, il est censé entrer en application le 30 décembre 2025, on va résumer pour 2026. Les conditions d'application du texte, notamment au travers d'un des gros dossiers qui est celui de la plateforme informatique qui est chargée de collecter la donnée, toujours pas prête, en tout cas toujours pas dimensionnée pour pouvoir accueillir toute la data nécessaire pour vérifier la non-déforestation parcellaire telle que le prévoit le texte. C'est un texte extrêmement lourd au niveau opérationnel. Et donc, comme l'a dit François Chollat, on est chaque jour à son niveau d'annonce. Un coup, on reporte, un coup, on ne contrôle pas, un coup, on simplifie. Et il y a un effet qui est aujourd'hui délétère, c'est qu'aujourd'hui, le marché des approvisionnements en produits de soja, on va parler que pour le soja, on vous laissera vous rapprocher des autres commodités qui sont concernées par ce texte, puisqu'il y a 7 produits concernés par ce texte, le bœuf, le cacao, le café, le palme, le caoutchouc et le soja. Je crois que j'en ai pas oublié, mais on va vous parler du soja puisqu'on est directement concerné. Aujourd'hui, le marché est complètement sclérosé, il est complètement en panne, à un moment où, vous le savez aussi, on est sur des négociations commerciales sur 2026, sachant que le soja pèse fort dans les coûts de production. Et alors, j'ai pas mes derniers chiffres, vous pouvez regarder les cotations, mais depuis les différentes annonces de la Commission européenne, le cours du tourteau de soja a pris 80 €. Sur un prix de base qui est aux alentours de... je vous regarde parce que vous le savez mieux que moi. Ouais, on était aux 330, donc on a pris 80 €. Alors ça bouge tous les jours. Je vous laisse, on vous enverra les courbes d'évolution des cours. Mais en tout cas, c'est extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui, les opérateurs, je vais parler pour eux, ont une politique d'achat plus ou moins long terme, ce qui permet de couvrir leurs achats. Et c'est cette couverture des achats qui évite sur les produits alimentation animale des grandes variations du jour au lendemain, et ce qui permet de lisser le prix des aliments pour animaux. Donc cette période, elle est vraiment pas confortable, d'une part parce qu'effectivement on est face à une incertitude sur le prix, une incertitude sur les quantités disponibles, et dès lors qu'on parle des quantités disponibles, effectivement il y a une question d'assurer la continuité des activités, et puis d'autre part toutes ces hésitations et ces incertitudes en ce qui concerne l'avenir de ce texte fait peser une distorsion de concurrence au niveau européen, puisque chaque pays a sa position par rapport à ce texte. Donc, vous l'avez compris, une situation particulièrement inconfortable. C'est pour ça que notre secteur a changé de position. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas fait de communiqué de presse, mais le secteur a changé de position, puisque, vous l'avez compris, depuis le début, notre secteur travaille encore dans la lutte contre la déforestation au travers de ses approvisionnements en matières premières, donc ça ne change pas, mais notre secteur a toujours été en faveur d'une réglementation européenne en faveur de la lutte contre la déforestation, parce que nous pensons que l'échelle européenne est la seule échelle
utile pour pouvoir influencer les chaînes d'approvisionnement. Donc ce texte, par le passé, nous l'avons demandé. Mais aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. L'environnement a changé parce que d'une part, on a les problèmes techniques que vous connaissez sur le texte, notamment au travers de cette plateforme informatique. Et vous l'observez également, chaque jour, on a une annonce au niveau international dans le cadre des accords internationaux qui sont en discussion. Il y a eu l'accord avec les États-Unis, on pourrait citer le Mercosur, il y a d'autres accords avec l'Indonésie, etc. Et ça pèse sur les marchés internationaux au niveau des commodités. Bon, pour résumer, aujourd'hui, on est totalement dans le flou. C'est la raison pour laquelle le secteur d'activité a changé sa position. Et aujourd'hui, sa position, c'est de demander un nouveau report du texte, un nouveau report de 12 mois du texte, qui est aujourd'hui incontournable pour stabiliser les choses. Et ces 12 mois seront utiles pour étudier la proposition de la Commission que nous soutenons, qui est une simplification importante du texte pour encore alléger la charge administrative du texte, parce que cette charge administrative est très conséquente. Et donc ce que l'on veut, c'est évidemment confirmer l'engagement de lutte contre la déforestation, mais avoir un texte qui ne fasse pas peser sur les acteurs économiques européens une charge administrative qui soit trop lourde, voire même, et l'actualité nous le démontre, infaisable. La décarbonation, donc l'empreinte carbone, c'est clair et nous ne le nierons pas. Donc 60 à 70% de l'impact carbone d'un animal est lié à son alimentation. Donc c'est un travail de fond que nous avons entrepris par le choix de nos matières premières, par l'amélioration de la connaissance de nos matières premières qui sont utilisées. On peut parler de plein de choses. Donc, avec un objectif qui est clair, c'est moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc, 2024, nous avons publié un guide méthodologique pour savoir mesurer les émissions, parce qu'il faut s'accorder sur un index et ensuite travailler sur le même index tout au long. Et nous sommes en cours de certification de la démarche par notre système qualité qui s'appelle Ocalim, qui viendra donc appuyer cette démarche. L'objectif donc européen, c'est de 30% de réduction de méthane entre 2020 et 2030. On l'a dit déjà, donc le choix des émissions agricoles de méthane proviennent pour 68% proviennent de l'élevage en France, c'est un petit peu moins au niveau de l'Europe. Le travail de fond, il se fait avec les éleveurs, avec les instituts techniques et nos solutions alimentaires qui permettent aujourd'hui d'avancer sont assez sûrs dans leur réalisation. Donc, j'ai dit sur des choix de certaines matières premières. Et la publication d'un guide a été engagée avec les 3 syndicats de la nutrition animale. Après, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'aval n'est pas capable de nous offrir donc, un retour sur investissement. Donc, il va falloir qu'on travaille également sur l'amélioration nutritionnelle, Ludovic l'a dit. Donc, amélioration des indices sur les animaux pour pouvoir absorber ce surcoût. Alors, pareil, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a une feuille de route qui est extrêmement ambitieuse dans le cadre de ce qu'on appelle la performance environnementale de la nutrition animale, puisque après avoir identifié tous les leviers qui sont dans les mains des fabricants d'aliments pour améliorer cette performance environnementale, aujourd'hui on est dans la réalisation de cette feuille de route et dans la création et le développement des outils qui permettra d'atteindre en 2030 cet objectif de moins 20% sur la part alimentaire de l'élevage, moins 20% d'impact gaz à effet de serre. Donc le carbone, ça a été dit, il nous fallait d'abord pouvoir calculer. Donc c'est le guide qui a été réalisé par le secteur de la nutrition animale et qui fera l'objet de cette certification. C'était la diapositive précédente. Là, effectivement, il y a des leviers qui sont identifiés, pouvoir sélectionner les matières premières à moindre émission carbone et surtout travailler sur, pour le coup, le savoir-faire des fabricants qui est la science de nutrition animale pour améliorer la performance en termes de digestibilité des aliments qui sont proposés aux éleveurs. Sur le méthane, même logique.
puisque c'est le deuxième levier très important qu'a la nutrition animale. Et là, il y a le guide qui est fait référence, que vous avez sans doute déjà vu, c'est l'identification de toutes les solutions nutritionnelles, notamment par rapport à la formulation, par rapport au choix des matières premières, mais également par rapport aux additifs qui sont à disposition des acteurs, des filières, pour pouvoir réduire les émissions de méthane dans les filières ruminants. Sur ces deux premiers points, beaucoup d'investissements du secteur, énormément d'investissements du secteur, énormément de recherche et développement du secteur. Mais aujourd'hui, même si quelques filières sont aujourd'hui en attente et en demande de solutions pour baisser la performance environnementale des produits animaux et des cheptels, il reste que ce sont des solutions qui ne sont pas massivement déployées parce que le progrès en matière environnementale est aujourd'hui pas rémunéré par les marchés au niveau des productions animales. Donc on a beaucoup de développement, beaucoup de recherche en cours, mais aujourd'hui des équilibres économiques par rapport à l'investissement qui est mis en place qui reste à confirmer, pour ne pas dire qui n'est pas aujourd'hui assuré. Et enfin, Valor Alim, donc la démarche qui a été mise en place par les fabricants depuis maintenant 2 ans, donc qui est très effective sur cette année, donc puisque 10% des produits commercialisés par le secteur de la nutrition animale le sont avec des emballages divers et variés. Donc on a mis en place une démarche de recyclage, donc l'ensemble des syndicats de la nutrition animale sont partenaires dans la démarche. Donc avec l'objectif de collecter ces déchets avant l'obligation réglementaire, donc de mettre nos filières en ordre de marche. 267 entreprises sont engagées donc, à fin avril, donc c'est 80% du gisement des emballages qui sont au couvert et 1900 tonnes d'emballages qui sont recyclés. Donc c'est un pas fort et un engagement fort de l'ensemble des fabricants, du plus petit au plus gros. Et la décarbonation de nos sites, dernier sujet, donc, qui est un secteur donc, historiquement mobilisé, puisque ça fait beaucoup d'années que les fabricants sont engagés dans cette démarche, avec une optimisation des procédés de production, avec un renouvellement des machines. Je prends des exemples simples. Un moteur aujourd'hui qui passe d'une phase synchrone à asynchrone, c'est 20% d'économie d'énergie, puisque le moteur produit une partie de son énergie. Donc, on a payé les pots cassés de la technologie. Aujourd'hui, elle est éprouvée. Elle fonctionne assez bien au niveau de nos outils. Et on va ensuite donc, comparer tout ça avec notre club technique qui s'appelle Tech Aliment, donc, qui est notre institut technique, qui va nous aider donc, dans la comparaison de nos résultats d'usine et nous aider à avancer sur les démarches en réduisant donc, les consommations d'énergie. 54 sites sont engagés dans la démarche Tech Aliment, qui représente 50% du volume d'aliments fabriqués en France. Donc, on va maintenant répondre à vos questions, si vous avez des questions particulières. Ou peut-être que nous avons été très complets, vous n'avez peut-être pas de questions. Bonjour, Sybille Delamette de Reuters. Vous avez dit que le marché du soja était totalement sclérosé, en pause. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être de contrats qui ont été annulés ou il n'y a vraiment plus d'importations qui sont prévues pour 2026 Si aujourd'hui le marché du soja reste aujourd'hui fonctionnel, on aura du soja jusqu'à la fin de l'année sur nos contrats, sur ce qu'on a acheté, sur ce qu'on a contractualisé à partir du 1er janvier. C'est l'inquiétude. Alors d'une part, on a des contrats qui ont été faits il y a un certain temps qui devraient, je le mets au conditionnel, être possibles si les importateurs décident de le faire. Ils n'ont aujourd'hui pas les moyens légaux de l'empêcher, mais depuis la déclaration du 23 novembre, les principaux importateurs qui représentent à peu près 60% du soja en France ne cotent plus rien. Donc pour ceux qui restent, il n'y a plus de concurrence. Donc les prix se sont envolés d'une part par la problématique de la RDE, d'autre part par le manque de concurrence, et enfin par les accords Chine-États-Unis qui ont été signés. Donc depuis maintenant 15 jours, nous n'avons plus de cotation, que ce soit pour le mois de novembre, comme pour ce soit pour toute l'année 2026. Donc pas de possibilité de racheter des produits, pas de possibilité de savoir à quel prix nous aurons nos produits.
Et les cotations qui restent aujourd'hui sont hors normes, puisque les quelques importateurs qui restent sur le marché, qui sont les mineurs du marché, ont remonté leur prix de ce fait. Ou anticipe. Des vendeurs, en fait. Les importateurs se sont retirés de la cote et le peu qui reste, cote, mais avec une très forte surcote, en anticipant le fait qu'ils doivent s'approvisionner différemment et donc d'intégrer des surcoûts très conséquents, en fait. Je voulais revenir justement sur cette réglementation européenne. Quel est aujourd'hui le décalage entre les informations que vous pouvez fournir par rapport à cette garantie non déforestante et ce que demande l'Europe? Il s'agit du point essentiel du texte qui est lourd, c'est la traçabilité parcellaire. En fait, le texte impose une traçabilité parcellaire depuis la production de la graine. Alors c'est pareil sur les 7 commodités visées par le texte, mais on va se concentrer sur le soja. Aujourd'hui, le texte impose à nos fournisseurs, parce que nous ne sommes pas en France des importateurs directs, il y a nos fournisseurs qui sont chargés de l'approvisionnement des ports en produits de soja, principalement le tourteau, qui ont l'obligation, notamment sur la fameuse plateforme informatique, de déclarer les éléments qu'on appelle de diligence raisonnée. Et dans ces éléments, il y a la traçabilité parcellaire des graines de soja. Sachant que nous n'importons pas de graines, nous importons du tourteau. Et donc la chaîne de traçabilité est évidemment très longue, très coûteuse, pour pouvoir rapporter tous les éléments de démonstration du respect de ce texte réglementaire. Donc il y a une première demande de simplification du texte sans remettre en cause l'objectif de déforestation, mais on a d'une part, de ce que nous rapportent nos fournisseurs, mais également les propos de la Commission européenne, un premier problème technique qui est la plateforme informatique chargée de collecter toutes ces données qui n'est pas 100% opérationnelle. Et puis de l'autre côté, une autre question par rapport à la disponibilité. Y aura-t-il suffisamment de matière pour couvrir la totalité du marché européen en graines de soja et en produits de soja? C'est une question sur laquelle aujourd'hui nous n'avons pas de visibilité. Et il y a un point important à rappeler aussi, c'est que autant il y a une difficulté sur le soja qui est identifiée par un certain surcoût et par le gros risque aussi, c'est sur un segment quand même qui est très utilisé en France, c'est sur le soja non OGM, qui en général provient d'autres pays qui sont beaucoup plus en retard que le Brésil dans cette mise en place de traçabilité parcellaire. Et juste un petit commentaire, traçabilité parcellaire pour ceux qui ont déjà était sur le terrain. Si on faisait ça rien qu'en blé, imaginez comment en France on est incapable d'aller à ce niveau de précision déjà. Donc comment on peut demander ça à des pays? Alors paradoxalement, c'est le Brésil qui est le plus avancé de tous les autres pays. Mais voilà. Donc alerte sur le non-OGM aussi. La traçabilité parcellaire. C'est-à-dire qu'il faut que. Il faut imaginer qu'un collecte, la personne qui arrive avec son tracteur, il identifie, moi ça vient de tel champ, et qu'après cette traçabilité-là, elle suive la matière jusqu'au bout de la chaîne. Dans le texte initial tel qu'il a été adopté, c'est que le fabricant d'aliments doit avoir à disposition sur les tourteaux qu'il achète les éléments permettant de démontrer que les tourteaux sont issus de graines, issus de champs, donc de parcelles, qui n'ont pas fait l'objet de déforestation depuis 2020. Voilà la technique. Et donc vous faites toute la traçabilité remontante qui doit être disponible auprès de l'utilisateur final que sont les fabricants d'aliments ou les éleveurs selon les cas. En France, le parcellaire, c'est le cadastre. Donc dans un cadastre, une parcelle qui va faire 10 hectares aura peut-être 8 parcelles. Donc c'est très variable d'un pays à l'autre. Et c'est une multitude d'éléments. Et quand on parle de la data et des chiffres qui sont récupérés, avec les volumes d'un bateau de 60 000 tonnes, il y a peut-être 1000 ou 2000 parcelles à l'intérieur. Encore une fois, ce qui est important de retenir par rapport aux propos, parce que c'est vrai que
Quand on parle du tourteau de soja et du soja, on a un regard très attentif par rapport aux importations et à la capacité à ces chaînes d'approvisionnement internationaux de pouvoir couvrir une réglementation européenne, en tout cas d'assurer le respect de la réglementation européenne, mais on doit aussi dire que ce texte s'applique aux productions locales, c'est-à-dire au soja français, aux bovins français. Alors, je peux parler du café et du cacao, pas encore, mais en tout cas sur les productions européennes et donc françaises, on doit respecter ce texte. Et là aussi, aujourd'hui, il y a des lacunes. Donc c'est un texte extrêmement complexe. C'est un texte, les professionnels n'hésiteront pas à vous dire que ce texte a été rédigé sans intégrer les réalités du terrain. Il a déjà nécessité un report de 12 mois d'application et aujourd'hui on discute d'un nouveau report ou en tout cas d'une nouvelle mesure de simplification. Donc il est temps de, sans remettre en cause les investissements des professionnels pour lutter et apporter des garanties de non-déforestation. Là, on va parler du côté réglementaire et du côté administratif. Il est temps de prendre un peu de hauteur et de revoir certaines dispositions de ce texte. Oui, pardon, excusez-moi, oui, je n'ai pas répondu directement à votre question. En fait, alors pareil, je vous renverrai à la littérature disponible. Bien avant le texte réglementaire qui nous occupe aujourd'hui, ce qu'on appelle le RDUE, notre fédération européenne, la FEFAC, avait établi des lignes directrices pour les fournisseurs de soja et les acheteurs de soja et de produits de soja que sont les fabricants d'aliments, des lignes directrices pour l'achat de soja responsable. Et dans la dernière version de ces lignes directrices pour l'achat de soja responsable, il y a une exigence de non-déforestation et de non-conversion d'écosystèmes. Les fournisseurs de soja et de produits de soja peuvent présenter leur schéma de production et de commercialisation des soja et de production soja et les confronter à ces lignes directrices. Et donc aujourd'hui, sur le marché, nous avons tout un panel de solutions proposées par nos fournisseurs qui respectent ces lignes directrices qui ont été édictées au niveau européen par la FEFAC, qu'on appelle les lignes directrices pour l'achat de soja responsable. En France, les fabricants d'aliments pour animaux, d'élevage, ont signé un manifeste, c'est le manifeste des fabricants d'aliments, qui engage les fabricants d'aliments qui l'ont signé à acheter des sojas et des produits de soja selon ces lignes directrices qui ont été dictées au niveau européen. Les points de différence entre le texte européen et ces lignes directrices proviennent essentiellement de cette obligation de traçabilité parcellaire. Vous avez parlé d'un report de 12 mois. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des évolutions par rapport à ce qui était censé s'appliquer il y a 12 mois? Parce que les problématiques étaient les mêmes sur les approvisionnements. On est en plein dans l'actualité. Il faut regarder toutes les annonces tous les matins et tous les midis parce qu'il y a pas mal de réunions au niveau européen entre les institutions européennes puisque la Commission doit se mettre d'accord avec le Conseil et le Parlement. On en est là puisque la Commission a mis sur la table une proposition de texte qui est une proposition de simplification. Qui reprend les demandes de simplification des différentes filières. Il y a des mesures de simplification qui sont plutôt adaptées au bois, parce que je n'ai pas cité le bois tout à l'heure, donc je corrige, qui sont adaptés à notre demande au niveau du soja, pour le ruminant, etc. Donc il y a un texte qui fait 28 pages quand même, qui était 28 pages de simplification sur un texte initial de 40 pages. Et donc ce texte de simplification doit être discuté entre les trois institutions européennes que sont le Conseil, le Parlement et la Commission. Donc c'est ça qui est en discussion actuellement au niveau Bruxelles. La Commission n'a pas mis sur la table une proposition de report. La Commission propose à date simplement de ne pas contrôler l'application du texte pendant 6 mois. Ce que nous considérons comme n'étant pas responsable puisque c'est renvoyer aux acteurs
le choix d'appliquer ou pas une réglementation qui est en cours de modification pour être simplifiée. Ce sont des choses qui ne sont pas simples à gérer pour les acteurs et notamment pour les acteurs internationaux que sont nos fournisseurs, apporteurs de soja dans les ports français, qui eux disent quelle est ma responsabilité juridique par rapport à un non-contrôle d'un texte réglementaire qui est censé s'appliquer à la fin de l'année. Donc c'est une situation qui est inconfortable et qui a pour conséquence les perturbations sur les marchés que nous constatons actuellement. D'où la demande très claire de dire il y a une proposition de simplification que nous saluons et donc il faut instruire cette demande de simplification. Mais aujourd'hui, les réalités des besoins des acteurs économiques et la réalité des marchés, selon nous, ne peut pas passer outre un report clairement affiché des institutions européennes du texte, considérant d'une part que l'outil informatique doit être redimensionné pour répondre à l'application du texte. De l'autre côté, il faut fluidifier les marchés et également entendre la petite musique des accords internationaux qui sont en train d'être passés avec les différents bassins producteurs de soja à travers le monde. Merci. Juste pour clarifier, je ne comprends pas, vous êtes d'accord avec, vous accueillez avec la proposition de simplification de la Commission, mais alors pourquoi vous demandez le rapport s'il était adopté avant la fin de l'année? Et alors deuxième question, pardon, si ce n'était pas le cas, si elle était effectivement adoptée, concrètement, donc si on regarde en avant, pas simplement les problèmes maintenant des contrats soja, mais qu'est-ce qui concrètement risque d'arriver en 2026, si effectivement elle n'était pas reportée? Merci. Alors ça, je ne peux pas répondre en détail parce que effectivement, on est dans le commerce. Mais aujourd'hui, les questions qui nous sont posées, c'est à quel prix on aura les produits de soja en 2026. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Et c'est pour ça qu'on attire l'attention sur le fait que nous sommes entrés dans les périodes de négociation commerciale sur les denrées alimentaires. Et donc avoir des incertitudes sur une matière première, notamment le tourteau de soja qui pèse autour de 14% de la composition des aliments composés pour animaux, c'est quand même un élément qui est particulièrement important et qui pèse dans les indicateurs de production. Donc on ne connaît pas le prix. L'autre point, c'est la disponibilité. Et la question, c'est quelle est la capacité de nos fournisseurs de nous apporter les 2,9 millions de tonnes de tourteaux de produits de soja équivalent graines que nous consommons annuellement. Alors les chiffres, je vous renverrai aux chiffres officiels que l'on publie régulièrement sur les quantités de matières premières utilisées par la nutrition animale. Ludovic le disait très bien, c'est qu'aujourd'hui on n'a aucune visibilité sur les produits de soja garantis sans OGM qui continuent à être utilisés pour satisfaire une demande sans OGM sur le territoire national, sachant que sur le sans OGM, on est plutôt sur de la cueillette, c'est-à-dire que nos fournisseurs vont en chercher là où il y en a. Avant, on avait un flux continu en provenance du Brésil, mais les choses ont changé. Donc, pour répondre très clairement à votre question, incertitude sur le prix et incertitude sur les quantités disponibles pour couvrir le marché européen. Je dis bien le marché européen. Voilà, alors donc ce marché est sclérosé, il y a des tas d'incertitudes. Je suis pour Agrapresse, alors bon, Agrapresse, on s'intéresse à ce qui peut bouger sur le plan réglementaire. Alors voilà, qu'est-ce qui pourrait justement faire que votre proposition de report, à quelle échéance cette proposition de report pourrait être intégrée dans la décision européenne? Et ensuite, si les choses suivent leur cours, si tout le monde arrive à se mettre d'accord sur la base d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Juste un élément par rapport à cela, c'est qu'il y a une chose qui est intéressante à observer, c'est qui produit du soja dans le monde et à quel moment la récolte est faite. Parce qu'on est sur des récoltes qui sont des récoltes annuelles en ce qui concerne ce produit de soja. Et quand la récolte elle est faite,
La récolte est dans les silos et ensuite elle est destinée à la trituration et on récupère le tourteau. Donc le 12 mois, par rapport à votre question sur le 12 mois, ça correspond aussi à un cycle naturel de la plante qui permet de pouvoir anticiper une application sereine du texte sur une récolte future. Stéphane parlait de différence hémisphère nord, hémisphère sud, et puis la France est aussi productrice de soja comme un certain nombre d'autres pays européens, donc sont confrontés aux mêmes difficultés de savoir comment gérer les textes d'un point de vue réglementaire par rapport à la non-déforestation. Parce que si je coupe un buisson dans un champ de soja, je déforeste. Après, il faut quand même être lucide. Ce règlement, il est issu du monde d'avant, avant les dernières élections européennes, où on était dans un schéma européen qui était dans une vision complètement différente de ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc depuis, on a vu que les rapports internationaux ont beaucoup changé. Il y a quand même une intervention du président des États-Unis en demandant aussi ce qui rentre en compte dans l'évolution du besoin du RDE, c'est que les États-Unis aient une catégorie de pays à risque nul, qui est une catégorie qui n'existait pas. Donc dans l'accord qui a été vu entre Madame van der Leyen et Donald Trump, ils doivent réintervenir sur ce sujet-là. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se percuter, où il y a la Commission qui s'arc-boute à un vieux texte, on va dire, un vieux projet qui n'est plus d'actualité. Il est temps que l'Europe aussi sache que les enjeux ont changé depuis 2 ans, quoi. Et on est clairement dans la caricature aussi du fonctionnement européen qui est en décalage et surtout dans le temps avec la réalité du terrain, quoi. Je suis désolé de le dire ouvertement, mais il faut être conscient de ça à un moment. Quand vous dites la Commission s'arc-boute sur le Green Deal, pardon, quand vous dites... C'est quand même un texte qui était très emblématique du Green Deal, quoi. D'accord. Encore une fois, il faut prendre un peu de hauteur sur ce texte. Encore une fois, on va le redire à chaque phrase, mais ça ne change pas l'engagement des fabricants d'aliments en France de garantir que leur activité ne génère pas de déforestation. Donc ça ne change pas. Raison pour laquelle, même lorsque le texte a fait l'objet d'un premier report, les fabricants d'aliments pour animaux en France ont décidé de maintenir leur engagement et donc de continuer le manifeste. Donc ce manifeste, aujourd'hui, sur les achats réels des fabricants d'aliments en 2025, les fabricants d'aliments demandent à leurs fournisseurs des garanties comme quoi ce qu'ils achètent n'est pas à l'origine de déforestation dans le monde. Selon les lignes directrices de la FEFAC. Ce qui montre que les professionnels sont tout à fait capables de se prendre en main par rapport à un objectif qui était leur objectif et qui était l'objectif des filières françaises, puisqu'on avait pas mal de sollicitations, et je reviens à la construction du RALIM. Donc les professionnels sont tout à fait en capacité de s'organiser pour apporter des garanties sur leur activité. Là, ce dont nous parlons actuellement, c'est l'application d'un cadre réglementaire qui est le texte réglementaire. Le premier texte faisait 40 pages. La proposition de la Commission, telle qu'elle est sur la table, je crois, fait 28 pages. Ce texte, depuis 2 ans, a nécessité des centaines d'heures de réunions, des millions d'investissements, notamment au niveau européen dans le cadre de la plateforme informatique, mais également au niveau des opérateurs économiques qui ont essayé de se préparer à l'application de ce texte. Et c'est valable également sur le soja français, puisque nous avons beaucoup travaillé avec Terre Univia pour imaginer une solution de traçabilité parcellaire par rapport aux graines de soja françaises. Donc les investissements ont été considérables au niveau économique pour imaginer l'application de ce texte. Et je rappelle que ce texte a nécessité plus de 100 pages d'explications. Vous avez des foires aux questions, vous avez de la doctrine. Donc aujourd'hui, notre message, c'est de dire qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et reconnaître que ce texte est peut-être mal fichu dans sa construction. Mais vous êtes d'accord avec le nouveau texte ? C'est pour ça que, et je reprends la demande qui a été formulée par notre secteur d'activité. 1, le report immédiat pour permettre de déscléroser les chaînes d'approvisionnement.
c'est-à-dire permettre aux fabricants d'aliments de se couvrir pour ces approvisionnements du premier semestre 2026. C'est très concret. Première demande, compte tenu de toutes les discussions en cours au niveau européen, je vous rappelle qu'il y a un commissaire européen qui s'est prononcé pour le report, qu'on a une majorité de ministères de l'agriculture en Europe qui ont demandé le report. Ça fait beaucoup de discussions qui fait qu'aujourd'hui, le terrain n'est pas serein pour son application. Le deuxième point, nous avons demandé des mesures de simplification. Depuis plus d'un an maintenant, notre secteur d'activité demande des mesures de simplification du texte pour alléger la charge administrative d'application. Donc notamment, on a déposé auprès du ministère de la Transition écologique en France des amendements, et notamment avec la FEFAC au niveau européen, mais nous également en France, des mesures de simplification, non pas pour revenir sur l'ambition de garantie de non-déforestation, pour alléger la charge administrative liée à l'application de ce texte. Et c'est de ça dont il est question sur la proposition de la Commission, les fameux 28 pages, dans lequel on a des mesures de simplification qui ont pour objectif d'alléger la charge administrative d'application. Évidemment, on ne peut que soutenir cette proposition de la Commission. Mais il manque quelque chose, c'est qu'il faut, comme tout texte réglementaire, il faut le temps à la discussion, il faut le temps au Parlement, à la Commission, au Conseil et aux professionnels de pouvoir analyser ces 28 pages de simplification et d'émettre des avis. Et donc, pour permettre un débat serein autour des propositions de simplification de la Commission, nous demandons immédiatement et en urgence un message de report d'application du texte en attendant que le texte soit consolidé. Que la majorité des fabricants européens ont demandé un report. Les interprofessions animales nous suivent aussi dans la demande de report. On n'est pas isolé dans cette démarche. La demande de report était maintenant du sien et de la coopération agricole. Oui. Ah oui. Est-ce que les fabricants des autres pays, ils vont maintenir aussi cette application des lignes directives de la FEFAC, voilà, parce que les Français, ils sont très sérieux. Mais est-ce que les autres pays, je sais pas, je pense à la Pologne. Je vais répondre très directement à la question. Les acteurs économiques en France, notamment par l'initiative d'Uralim, ont très tôt traité le dossier. Raison pour laquelle, dans le manifeste des fabricants d'aliments, on a une très grande majorité de la production française qui est engagée aujourd'hui. Ce n'est pas le cas partout en Europe, parce qu'en Europe, on n'a pas ces engagements. Alors, dans certains pays, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, l'engagement français est sans doute exemplaire en la matière. Et dans certains pays, il n'y a pas une vigilance ou une attention des filières par rapport à ce demande de garantie. Donc la pression, j'ai envie de dire pression, mais en tout cas, l'attention portée par les différentes filières à travers l'Europe ne sont pas du tout au même niveau. On a des pays qui n'ont pas traité le dossier aussi précisément que nous l'avons fait en France. J'essaie de répondre le plus précisément à votre question. Donc les défenseurs de l'environnement au niveau européen, ils peuvent craindre justement que si on repousse encore d'un an, il y aurait un recul et une reprise de la déforestation. Alors il faudrait rentrer dans le détail pour ça, mais toute l'Europe n'a pas la même stratégie d'achat par rapport au soja. Donc il y a ceux qui s'approvisionnent en Amérique du Nord, ceux qui s'approvisionnent en Amérique du Sud. Votre question amène une réponse. C'est l'absolue nécessité d'assurer une totale harmonisation européenne, tant au niveau des dispositions réglementaires qu'au niveau du contrôle. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le contrôle de ces dispositions réglementaires au niveau européen, on n'a pas de visibilité qui permette de garantir que le contrôle soit effectif et de même niveau partout en Europe. Même l'Europe est un client de plus en plus faible par rapport au Brésil. Il faut savoir que combien pèse l'Europe. Non, c'était la France qui pesait que 3% de la production brésilienne. Oui. Et au niveau européen, c'est
très élevé aussi. Donc, par rapport à cet argument-là, ce qui ne vient pas en Europe va ailleurs. Donc, il faut être lucide aussi. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, qu'on parle beaucoup du soja, mais derrière tout ça, c'est la compétitivité des filières animales européennes et françaises. Quelque part, quand on se crée des charges de traçabilité, de structure, c'est des coûts que nos éleveurs vont avoir. Et quand on a, je le rappelle, un poulet sur 2 qui est importé, on ne doit pas continuer à creuser sa tombe. Donc c'est un peu notre devoir de défendre les filières animales et à travers ça d'être compétitif comme les autres pays. Alors oui, on est contre la déforestation, on l'affirme, mais il faut que ça reste applicable pour ne pas enlever de la compétitivité supplémentaire à nos filières animales. Puisque l'enjeu, il est bien... on a parlé un peu de transmission ce matin, mais l'enjeu est bien d'avoir des éleveurs demain dans notre beau pays. Et ça, tous les éléments qui vont leur enlever de la compétitivité enlèvent des vocations. J'ai 2 questions en ligne. Une question du magazine Terra, Bertrand Dumarché, qui aimerait savoir, en ce qui concerne la décarbonation, quelles sont les pistes les plus prometteuses, notamment dans le choix des aliments. Alors, les plus prometteuses, on a parlé beaucoup de l'amélioration de l'indice de consommation. C'est multifactoriel, l'amélioration. Il y a de plus en plus de solutions naturelles pour lutter notamment contre les émissions de méthane. Donc il y a des pistes très sérieuses autour de solutions naturelles. Et je dirais que c'est multifactoriel, l'amélioration de la génétique, l'amélioration du conseil de l'alimentation de précision vont améliorer très sensiblement l'impact carbone de nos aliments et des productions animales. Oui, on a beaucoup travaillé sur la caractérisation de chacune des matières premières. Un impact qui était très important, c'était d'intégrer la partie déforestation du soja, d'ailleurs, qui était un des points les plus importants, pas des plus importants, mais très significatifs dans la baisse du poids carbone de l'aliment. C'est d'intégrer cette déforestation, qui, je le rappelle, avait été traitée par la filière avec le manifeste. Voilà, ça c'est sur la partie matière première. Et après, dans chacune de nos usines, mais la part de nos usines reste faible, c'est moins de 80%, moins de 20%, pardon. Ça dépend si on inclut le transport ou pas à l'intérieur, ou un certain nombre de points, on l'a vu, au fur et à mesure des remplacements, de nouveaux moteurs, des nouveaux process. Mais le point le plus important, ça va être d'avoir accès à plus de matières premières pour être capable de formuler demain en fonction de cette grille matrice carbone, alors que jusqu'à présent, on formulait plutôt en fonction de la protéine ou de l'énergie. Et donc, c'est une caractéristique supplémentaire qu'on pourra intégrer, ce qu'on sait... c'est un savoir-faire qu'on avait déjà sur la nutrition qu'on pourra ramener à la formulation carbone également. Ça fera un teasing pour nos prochains rendez-vous parce que évidemment on a lancé cette feuille de route avec cet objectif moins 20%, donc on le suit. On disait tout à l'heure qu'on a commencé par identifier tous les leviers. Ils sont très nombreux, d'ailleurs pour ceux qui sont en présentiel, mais je le dis pour ceux qui sont en distanciel, on vous a remis notre rapport d'activité 2025 avec des chiffres clés. À l'intérieur du rapport d'activité des chiffres clés, vous avez, on ne les a pas tous mis parce que vous le savez, notre secteur d'activité produit énormément de chiffres, mais vous avez pas mal d'indicateurs et l'identification des leviers, notamment sur la feuille de route du secteur en matière de décarbonation. Et on vient de lancer, on est en train de lancer un chantier puisque on sera pratiquement à mi-parcours puisqu'on s'était fixé moins 20% entre 2020 et 2030. On avait fait un point zéro et on refait une quantification par rapport aux progrès qui ont été déjà enregistrés, notamment par rapport aux matières premières. Donc là, on lance un chantier de quantification qui va être programmé sur 2026. On aura les résultats au courant 2026, je l'espère. Par rapport à la question qui a été posée sur les leviers, on les connaît, je ne vais pas les détailler,
Mais on sait, et c'est pour ça que Ludovic a raison de le souligner, on sait que le poids carbone des aliments composés pour animaux dépend du scope 3, et le scope 3 dépend des matières premières que nous allons utiliser. C'est la raison aussi pour laquelle on était plutôt revendicatif par rapport à l'enjeu déforestation, parce que nous savons qu'en ayant un impact sur le risque de déforestation, on a un impact sur le poids carbone de nos produits et donc de l'impact carbone sur les filières d'élevage. Donc l'engagement en matière de lutte contre la déforestation sert aussi la baisse de nos émissions carbone. C'est très pratique, hein, c'est très concret. On a également d'autres leviers en ce qui concerne la fabrication, mais là, comme ça a été dit par Philippe Menry, il faut investir, et nos capacités d'investir dans les usines sont aujourd'hui extrêmement contraintes. Donc utiliser de nouvelles machines, améliorer la performance énergétique, etc. Et c'est là où on observe les ratios économiques du secteur qui aujourd'hui limitent les capacités d'investissement de rupture du secteur d'activité. On a également des leviers en termes de logistique, puisque évidemment la logistique chez nous, ça correspond à l'approvisionnement en matières premières des usines, mais également à la livraison des aliments composés en élevage. Et là, on a quelques solutions, enfin on n'en a pas que quelques, on a des solutions qui sont tout à fait imaginées et pour lesquelles on va avoir besoin, on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais on aura besoin à un moment donné d'un aménagement de la réglementation pour pouvoir mieux faire. Donc voilà, les leviers sont identifiés, ils sont suivis un par un. Et en ce qui concerne les matières premières et les additifs, notamment si je reviens sur le dossier méthane, on a identifié qu'il n'y avait pas une solution pour tous, puisque ça a été très bien dit. En fait, on sait que la performance environnementale dépend de, comme toujours en performance au niveau du cycle d'élevage, 1, l'alimentation animale, 2, la génétique animale, 3, les conditions d'élevage. Parce qu'évidemment, la performance environnementale sur un élevage en bâtiment ou un élevage au sol ou en extensif, ce n'est pas du tout les mêmes ratios. Et donc, le propre du secteur d'activité, c'est d'apporter une solution pour chaque cas. Et c'est là-dessus que les fabricants d'aliments travaillent. C'est une question justement sur cette notion de compétitivité. Vous avez dit qu'elle était plus importante en France par rapport à nos voisins. Est-ce que c'est lié justement à tous ces engagements que vous avez qui seraient plus poussés que nos voisins européens ? Il y a notre compétitivité, oui, il y a le coût, on ne va pas refaire l'actualité, mais le coût de la main-d'œuvre est plus élevé chez nous, c'est indéniable. La difficulté réglementaire quand on veut construire une nouvelle usine ou la moderniser, c'est beaucoup plus compliqué, ça dure plus longtemps, ça coûte plus cher. Et Ludovic peut rajouter quelques éléments chiffrés. Construire une usine neuve en Espagne ou une usine neuve en France, c'est pas tout à fait la même chose. Donc cette compétitivité à l'intérieur de l'Europe, ne serait-ce qu'à travers le réglementaire plus la main-d'œuvre, ça pèse quand même dans nos comptes d'exploitation. Alors c'est un chiffre qu'on voulait sortir à cette conférence de presse, mais on a eu un peu de débat, donc on va aller creuser encore plus, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets d'usines neuves en France, et donc on a besoin de creuser un peu plus les informations. Il y aura un chiffre qui tournerait autour de 20 millions par tranche de 150 000 tonnes, mais il faudrait l'affiner. Voilà. Après, les différences européennes, elles peuvent être aussi parfois par rapport à... Alors, il y a une segmentation française. Hein, c'est un coût, c'est une force, ça dépend des moments. Cette segmentation française, c'est aussi un moyen d'être différent du reste de l'Europe. Mais ça fait que plus on a de segments, plus on a de lots de fabrication, plus on a une productivité qui baisse un petit peu. Il y a parfois aussi une approche réglementaire différente en France que dans le reste de l'Europe. On peut voir sur la notion des OGM, la notion d'autres... voilà, où c'est plus contraint en France. La vision du règlement est différente en France que celle du reste de l'Europe. C'est des petites choses comme ça. Et voilà. Et il y a le coût de l'investissement. Et puis, je suis désolé, j'avais dit que je
J'en parlerai pas, mais et quand on a envie d'investir, c'est qu'en France, ça met 3 ans, là où dans le reste d'Europe, ça met 6 mois, quoi. Et c'est vrai pour nous dans nos usines, c'est vrai pour les éleveurs. Construire un bâtiment neuf, maintenant, c'est un parcours du combattant. Il faut avoir une foi vraiment importante dans le futur, parce qu'avec tous les bâtons qu'on met dans les roues pour le faire, quand on voit les dossiers d'autorisation au point où on en est rendu, la coexistence avec les gens autour, etc. Ben voilà, c'est la somme de ces petites choses-là qui font que... Alors, il y a des pays d'Europe où c'est compliqué aussi, hein, je peux le dire, mais il y a des pays d'Europe où c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Mais vous voyez, on manque d'œufs dans les rayons en ce moment et on a besoin de 300 poulaillers supplémentaires en France, 400 poulaillers de chair. Comme le dit Ludovic, il faut garder des gens motivés pour les garder tout au long du process. Entre le moment où je veux faire des poules pondeuses et le moment où je fais des poules pondeuses, et c'est 2 ans et demi, il faut affronter plein de contraintes. Et ça, c'est un enjeu. Hein. Franchement, nous, on va faire les avocats et des éleveurs dans ce parcours du combattant. Et ça, il faut le relayer tous ensemble. On doit faciliter les choses. On est devant un mur générationnel où, dans les 5 ans qui viennent, on va avoir 50% des éleveurs qui vont changer de main. Si en même temps, on complexifie les démarches d'installation ou de création, on ne va pas y arriver, hein, et l'élevage sera dans un autre pays que dans le nôtre. Donc on doit simplifier, faciliter, dire haut et fort ces enjeux, parce que sinon les rayons ne vont pas se remplir de produits français. Deux points pour rebondir sur les propos de Ludovic. Alors, si pour revenir à la question de Yann sur le coût d'une usine, on a essayé de faire l'exercice. Alors, on vous a mis les chiffres dans le dossier de presse, vous allez les voir. C'est pour ça que ce sont des chiffres qui sont évidemment à prendre avec précaution, parce que ce sont des chiffres de CAPEX, c'est-à-dire d'investissement simple, brut, pour construire une usine matérielle. Ça n'intègre pas les tracas à côté, le délai, le foncier, ça n'intègre pas le foncier, ça n'intègre... Il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques au territoire français qui ne sont pas intégrées sur un investissement CAPEX simple comme celui-ci. Mais dans les chiffres, ce qui est intéressant, c'est un autre point, c'est que quand on a fait tourner nos calculettes, sur un projet d'investissement simple d'une usine, on arrivait à un certain chiffre que l'on double si on adapte nos calculettes au marché français. Parce que le marché français a une spécificité, c'est aussi sa force, mais ça répondra à votre question par rapport au coût, c'est la forte segmentation des productions animales en France. C'est-à-dire qu'en fait, les fabricants d'aliments sont toujours, et on le répète à chaque conférence, là pour répondre à un besoin des différents éleveurs. Et donc un fabricant d'aliments va fournir pour une grande variété d'élevage, et ce qui fait que l'usine d'alimentation animale va fabriquer un nombre de recettes très important. Et ça a un coût, c'est la richesse de la segmentation qui fait qu'on a une grande diversité de produits en France, mais derrière, évidemment, cette segmentation, elle a un coût et elle se retrouve dans les coûts de fonctionnement de la nutrition animale. Et c'est la raison pour laquelle, quand on veut construire une usine sur le papier, je dis bien sur le papier, on a un coût qui va du simple au double, parce que quand on veut répondre aux spécificités du marché français avec cette très forte diversité, on est obligé de multiplier les machines à l'intérieur de l'usine, ce qui fait automatiquement une augmentation des coûts de production. Ce qu'on ne retrouve pas, hein, cette forte diversité et cette forte segmentation des marchés, on ne va pas la retrouver ailleurs en Europe. Je vais vous poser une autre question. Vous avez bien dit qu'en France, on a besoin de 2,9 millions de tonnes de soja non OGM et qu'il y a des... Ou alors je me suis trompé. Soja sans OGM, non? En fait, alors, je vais vous renvoyer oui, de soja tout court, et si j'ai dit non OGM, je m'excuse, c'était une erreur de ma part. Là-dessus, je vais faire la publicité, encore une fois, d'un outil qu'on a cofinancé avec les interprofessions et France Agrimaire, ça s'appelle Oriflamme. ORIFLAAM, et qui est un investissement pareil à mon avis qui n'existe nulle part ailleurs, qui est
l'identification de tous les flux de matières premières à destination de l'alimentation animale. Et avec Oriflamme, alors évidemment avec un petit temps de calcul, puisque les derniers chiffres qui viennent d'être publiés, c'est sur la campagne 2021-2022, je crois, à vérifier. Vous avez les quantités, espèce par espèce, matière première par matière première, au niveau des matières premières qui sont consommées par les animaux en France. Et en ce qui concerne le soja, on a l'Observatoire de Duralim qui précise point à point, filière par filière, les quantités de soja et de produits de soja. Le 2,9, je vous renvoie à la fiche Duralim. Ne retenez pas ce chiffre parce que je pense que c'est l'équivalent graines. C'est quoi, pardon ? L'équivalent graines, c'est-à-dire on recalcule les coproduits que nous utilisons, nous les transformons en tourteaux, mais on est à moins de 3 millions. Je voulais savoir combien est-ce qu'on importait de soja, quels sont les besoins de la France pour nourrir ces animaux. Donc, je n'ai pas très bien compris, ce n'est pas 2,9 millions de tonnes, j'ai dû me tromper. Quel est donc le chiffre qu'il faut indiquer ? Alors, ce que je vais faire, je vais vous renvoyer un mail avec les chiffres très précis sur total soja, total tourteau et part importé. Je ne les ai pas sur moi. D'accord. Et donc, il y a une incertitude sur les prix, vous nous avez dit, et une incertitude donc sur sur la quantité disponible. Ça, j'ai bien saisi. Que se passe-t-il s'il n'y a pas assez de quantités qui nous sont livrées l'an prochain à partir de 2026 ? Après, la nature hors du vide. Donc, le risque, c'est que les prix montent. J'imagine. Quand les prix montent, à un moment, il y a une autre matière première qui va prendre la place, c'est-à-dire une qui rentrait pas, qui va entrer. On va réussir, normalement, on va réussir à faire notre boulot de fabricant. On va réussir à peu près équilibrer la formule, mais à un coût qui est complètement différent de celui qui était avant. Ceci étant, je dis ça, on a vu des filières un peu spécialisées où on a eu des évolutions de réglementation, où on a eu quand même un peu de mal à être capable, je pense au bio par exemple, sur le passage au 100% bio, à être capable d'aller chercher les niveaux qu'on était capable de faire. Je dis la nature hors du vide, mais il y a des fois, le vide, il est là quand même et ça serait plus compliqué. Après, sur une matière comme le soja, il y a certaines espèces qui sont hautes en protéines, par exemple la dinde, où ce serait très compliqué d'avoir une alternative. Sur d'autres espèces, on peut le faire sans soja, mais après, c'est une question de coût, quoi. Le point pour répondre plus politiquement peut-être à votre question, c'est que, vous l'avez compris dans l'introduction du président, c'est que le regard de la nutrition animale est tourné résolument vers le maintien des productions animales en France, maintien de l'élevage en France. Lorsque l'on décroche en compétitivité, on fait la part belle aux importations. Donc notre regard est aussi et avant tout tourné vers la compétitivité de nos productions animales, quel que soit le segment, que ce soit du label, du bio, du standard, toutes les gammes doivent être compétitives. Et donc le risque par rapport à cette perturbation des marchés des commodités, c'est demain être décroché en Europe et en France par rapport aux standards internationaux en ce qui concerne le prix, le coût de l'alimentation animale. Oui, ça j'ai bien compris, je m'en doute. Si on ne peut plus en acheter, il va en manquer et les prix vont flamber. Je vous remercie. Il me reste à conclure et à vous remercier. En bref, vous avez l'ensemble de ce que nous avons vu sur cette conférence de presse. Retenez qu'une chose, c'est la nutrition animale est un secteur dynamique, un secteur qui a envie d'avancer, un secteur qui est participant aux différents plans pour l'autonomie alimentaire, donc, et qui continuera de travailler et qui construira ses solutions. C'est un monde de passion, mais c'est aussi un monde de raison. Donc nous saurons nous adapter en fonction des circonstances du marché. Après, il faut qu'on ait, de la part de nos politiques, un petit peu plus de raison que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on part vraiment dans tous les sens. Et quand à 1 mois et demi de 2026, on vous annonce que vous n'aurez plus de soja à mettre dans les formules, oui, on trouve la situation absurde et complètement illogique. Donc il faut qu'on travaille là-dessus et on fait valoir dans les différentes instances où nous siégeons nos volontés. Mais la volonté, c'est de continuer à avancer. Moi, je suis persuadé qu'à chaque problème, sa solution, donc on trouvera des solutions. En tout cas, un grand merci de votre participation et nous vous invitons au verre de l'amitié.